et bienvenue dans notre newsletter spéciale été, ici Lila. Pour celles et ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous savez déjà à quoi vous attendre. Pour les nouveaux arrivants, je vous fais un petit topo. On sait que l'été, c'est fait pour se détendre. Et personne n'a envie de lire des éditos déprimants du type « Le monde va mal, on va tous brûler vifs » ou encore « Comment Meta a changé ses règles pour pouvoir aspirer notre âme ». Fake news, attention. Donc c'est le moment parfait pour vous présenter chacune et chacun nos 3 recommandations culturelles pour illuminer votre été et faire en sorte que, où que vous soyez, vous ne vous ennuyiez jamais. Profitez bien de votre été et on se retrouve en septembre pour l'édition de la rentrée. Mais d'abord, on profite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et voici mes recos culturels de l'été mais qui durent toute l'année. La première, c'est une playlist pour plonger au cœur de l'Angleterre des années 80 à 2000. En fait, c'est la BO de l'adaptation d'un roman de David Nichols qui s'appelle One Day par Netflix en une série de 14 épisodes, un par année, entre la rencontre des 2 personnages principaux en 1988 et le dénouement en 2002. Je ne spoil pas. Et en fait, j'ai bingé cette série cet été et j'ai passé mon temps surtout à chasamer les titres tellement la supervision musicale était folle, en fait, aussi bien dans le choix des musiques pour aller avec l'image que dans la résonance de chaque chanson par rapport à l'époque dans laquelle elle s'inscrit. J'ai redécouvert des pépites, j'ai pu en savourer d'autres à côté desquelles j'étais passée à l'époque parce que 88, j'étais un peu trop jeune pour apprécier les Cocteau Twins. Bref, la playlist est dans l'article avec le lien vers vos différentes plateformes d'écoute. Vraiment, profitez. C'est quelque chose que vous pouvez, comme elle est assez longue, écouter et y revenir pendant longtemps. La deuxième recommandation, c'est... Alors, je triche un petit peu parce que ce sont 2 livres en anglais et un replay d'une conf en français. Donc, je m'excuse vraiment d'avance pour les personnes qui sont pas très à l'aise dans la lecture en anglais, même si ces 2 livres-là sont extrêmement accessibles. Le premier, en fait, les 2 livres et le replay sont pour vraiment creuser la question raciale et mieux comprendre ce que vivent les personnes racisées au quotidien. Donc, ça s'adresse surtout aux personnes blanches qui ne se sentent pas forcément concernées, pour un peu explorer ou qui se disent quand même il y a un truc à creuser. Et donc, ces ressources-là permettent de s'interroger sur ses propres biais, sur comment on s'inscrit dans une démarche décoloniale. Donc, ces 2 livres. Le premier, c'est de Austin Channing Brown, qui s'appelle I'm Still Here, Black Dignity in a World Made for Whiteness. Je précise que ces 2 livres, en fait, n'ont pas de traduction française à ce jour. Donc, dans ce livre de Austin Channing Brown, elle aborde vraiment la question de en tant que personne noire dans un monde blanc, même suprémaciste blanc, aux États-Unis. Alors, on n'est pas épargné en France et en Europe, mais c'est son expérience à elle et c'est de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde personnel en tant que mère. Et c'est vraiment très bien écrit, très clair. Le deuxième livre, c'est un essai d'un journaliste britannique qui s'appelle Gary Younge, qui s'appelle Pigeonholed, Creative Freedom as an Act of Resistance. Et donc, ça revient sur lui, sa carrière de journaliste, un des rares journalistes noirs dans un milieu des médias extrêmement blanc, aussi bien au niveau des rédactions surtout, et des dilemmes un peu du quotidien de est-ce qu'on est censé représenter une communauté ou pas, et comment est-ce qu'on s'aménage peu ou prou un espace pour être soi. Vraiment, c'est moins d'une 40aine de pages, extrêmement bien écrit, et je vous le recommande vivement. Et puis, pour une ressource donc en français, il y a ce replay d'une conf qu'elle avait organisée avec la Nouvelle Onde au MAMA l'année dernière, qui s'appelle « Faire carrière dans la musique en tant que personne racisée », pas être plus clair, et qui est une conversation entre Naïma Bourgault de Blue Line et l'artiste Yann Cléry. Cette conversation est brillamment modérée par Daphné Swan, qui est une artiste et ancienne avocate, avec plein de questions du public très pertinentes. Vraiment, je vous le recommande, c'est un moment extrêmement fort. Et si après tout ça, vous avez envie de passer à l'action, je vous recommande un livre génial qui s'appelle Mécanique du privilège blanc de Estelle Deprise, qui est belge, qui a vraiment écrit un guide très pratique pour sortir de la passivité et entrer dans l'action antiraciste.
Personnellement, je l'ai dévoré. Il y avait plein de choses que j'avais déjà intégrées, mais on s'est jamais perdu et ça peut même être lu par les enfants. Donc très, très concret, vraiment je recommande. Ma dernière recommandation de l'été, on change encore complètement de cadre, c'est un voyage culturel dans ma ville, la nouvelle ville d'adoption, Bruxelles, en Belgique, avec, là encore je triche, une reco et un bon plan. Donc la reco, c'est l'Atomium. Oui, la tour Eiffel locale. Donc oui, ça fait super touriste, mais c'est absolument génial. Donc l'Atomium, c'est un bâtiment qui représente un atome à taille géante, je crois 65 milliards de fois plus gros que la taille d'un atome. Ça a été construit dans le cadre de l'Expo universelle de 1958 à Bruxelles. Et au-delà de ce bâtiment incroyable avec ses boules et ses ascenseurs et ses escalators, etc., l'Atomium a invité depuis 2013 un collectif d'artistes qui s'appelle Visual System à investir ces espaces d'exposition et dédier en fait sa programmation aux arts numériques. Donc vous avez des installations musique et enfin lumière et son dans les escalators, dans l'ascenseur, dans les boules en fait de l'édifice. Et donc en fait, c'est vraiment génial, très créatif. Alors, tout ce qui est, par contre, je précise, tout ce qui est PMR, en fait, il y a des accès PMR, notamment l'ascenseur qui monte à 165 mètres de hauteur en 22 secondes, pour voir en fait la vue incroyable d'en haut. Donc ça, il y a des accès PMR. Par contre, pour les espaces d'exposition lumière et son, si vous êtes sujette à des crises d'épilepsie, je ne le recommande pas. Voilà, warning. Ça, c'est pour la visite. Et le bon plan, c'est pour l'Atomium et le reste de la ville. Ça s'appelle la Bruxelles Card. En fait, c'est une carte de 24, 48 ou 72 heures qui vous donne en gros l'entrée gratuite dans 48 musées, des réductions pour des attractions, des visites guidées, des boutiques, des restaurants, même des bars à Bruxelles. Et en plus de ça, il vous donne des options en fait de tarifs forfaitaires pour les transports en illimité sur la période. C'est bien parce que sinon ça chiffre un peu assez rapidement. Et surtout aussi une option en plus pour l'Atomium. Voilà, tout ça dans une seule carte pour gagner du temps et de l'argent et vraiment explorer les recoins de cette ville incroyable qu'est Bruxelles et dans laquelle je me plais très très bien. Voilà, voilà pour toutes mes recommandations de cet été. Je vous souhaite, mais pas juste l'été, toute l'année. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à la rentrée. Bye bye. Les recos d'été de Clara, c'est moi. Alors, en premier, je vous conseille la Fabuloserie qui se situe à Dissy-Charny-Auré de Puisaye dans l'Yonne. C'est donc le 89. Si vous êtes dans le coin, je vous recommande à 1000% ce musée d'art hors les normes. La visite se fait en 2 temps, le jardin avec un ou une guide, et ensuite la maison musée en toute liberté. Les enfants adorent, les adultes aussi. Toutes les œuvres présentées sont créées par des artistes, entre guillemets, autodidactes. Des personnes qui ne se disent pas artistes en fait. C'est donc extrêmement touchant de découvrir ces œuvres et l'histoire de ces artistes qui ne pensaient pas en être, mais aussi de voir les trésors de créativité qu'un être humain peut déployer. À voir absolument le manège de Petit Pierre, installation monumentale certes, mais avec un degré de précision rarement vu. Ma deuxième reco, ce sera un livre intitulé Ça raconte Sarah et écrit par Pauline Delabroix Allard aux éditions de Minuit. Je l'ai lu il y a quelques années déjà, mais il me reste en tête. Il raconte l'histoire d'un amour fou, impossible, passionnel, brillant et aveuglant entre 2 femmes. L'écriture est sublime entre poésie en prose et roman. C'est aussi affreusement triste. Soyez dans des bonnes dispositions pour le lire. Mais j'ai rarement lu un chagrin d'amour aussi bien raconté. Et enfin, ma dernière reco, ce sera une télé-réalité, ne fuyez pas, intitulée Kaulitz & Kaulitz, qui se trouve sur Netflix. Vous avez les saisons 1 et 2. Vous connaissez Tokyo Hotel? Cette série Netflix suit donc la vie actuelle des 2 jumeaux Kaulitz, membres du groupe allemand ultra connu dans les années 2000. Mais cette télé-réalité n'est en fait qu'un prétexte pour vous parler du marketing de ce groupe à l'époque. Pour rappel, on est en 2006-2007 quand Tokyo Hotel explose en France. Facebook vient à peine de débarquer en Europe. YouTube a seulement 2 ans d'existence. On passe notre temps sur MSN et sur Skyblog.
Personne ne connaît Spotify, donc on achète des CD et ou on télécharge illégalement sur LimeWire ou Emule. Les médias traditionnels restent prescripteurs de nouveautés musicales. Et c'est grâce aux médias que ce groupe composé de 4 garçons, mineurs, déboule sur le devant de la scène. Le storytelling est bien ficelé, 4 ados du fin fond de l'Allemagne qui font du rock en allemand, et le visuel aussi. On se souvient du chanteur Bill avec son look très androgyne qui ne passe pas inaperçu à l'époque. Je rappelle, on est en 2006. Et son frère jumeau, Tom, guitariste avec des dreads et des baggy. On oublie systématiquement les 2 autres membres du groupe, c'était aussi fait exprès. Bref, tout pour plaire aux groupies, avec tout le respect que j'ai pour les groupies, j'en étais une aussi. Pas de direct to fan à cette époque donc. Seule petite tentative, dès 2007, on assiste au lancement de la Tokyo Hotel TV sur YouTube, des sortes de weekly vlogs sur leur quotidien en tournée. Sinon, l'image du groupe était au contraire très cadenassée. Hors de question de sortir des clous, de parler de leur démarche artistique, de leur inspiration, influence, encore moins de prendre la parole de manière individuelle. Ce qui a, en partie, frustré les fans du groupe, les médias et le reste du public. À vite d'en savoir plus sur le quotidien des garçons, il y a eu beaucoup de spéculations sur leur vie privée et leur orientation sexuelle. Franchement glauque, surtout qu'ils étaient mineurs au début de leur carrière. Mais aussi de leur bien-être global, finalement. On était à 2 doigts du Free Tokyo Hotel, comme ce qu'on a pu voir pour Britney Spears, par exemple. Tout ça a aussi pu mener à la fin de la tornade Tokyo Hotel, je cite. Pas de direct to fan, pas d'aventure collective, une image trop lissée, et un ciblage marketing trop caricatural. Les adolescentes finissent par grandir. Bref, pas de quoi capitaliser sur la durée. Autre chose, les membres se sont fait harceler, on parle d'intrusion dans leur domicile quand même, par des fans, avides d'approcher un tout petit peu les membres du groupe qui étaient inaccessibles par défaut. Finalement, les jumeaux Kaolitz sont déménagés à Los Angeles, où ils vivent encore, et ils ont aussi changé leur entourage pro, et sont désormais producteurs de toutes leurs sorties. Depuis leur premier single il y a 20 ans, cette année, les choses ont donc bien évolué. Aujourd'hui, chaque membre du groupe a son propre compte Instagram, la communication est beaucoup plus directe, newsletter, WhatsApp, du podcast, etc. Et cette télé-réalité, produite par les 2 jumeaux Bill et Tom Kaolitz, est aussi, je trouve, un moyen de réparer le délire médiatique de leur début de carrière. Ils reprennent le contrôle sur leur image, leur message, leur communication, tout en satisfaisant la curiosité des fans sur leur quotidien et en montrant à voir leur processus créatif. Bref, mon moi de 14 ans, archi fan du groupe comme vous l'avez compris, aurait adoré regarder cette série à l'époque. Et mon moi de 32 ans est en fait encore plus ravi de voir qu'ils ont repris le contrôle sur leur carrière et de constater que ils ont l'air d'aller bien, ma foi. Hello, c'est Inès et voici mes recommandations de l'été. Pour ma première recommandation, je voulais vous parler du projet More Girls Behind Decks, lancé par Veridisco en collaboration avec Yard for Good. Et ce projet a pour objectif de mettre en lumière les femmes derrière les platines et d'encourager une nouvelle génération à se lancer dans le DJing. Pour ça, ils organisent environ 1 fois par mois des ateliers d'initiation au mix, animés par 2 DJ qui changent à chaque fois et ouverts à un petit groupe de participantes. Cet été, ils ont également lancé les Summer Apéro Mix, des sessions en plein air pour découvrir les bases du mix autour d'un apéro. Pour suivre l'actualité du projet, recevoir des recommandations de soirée ou encore les dates des prochains ateliers et les liens pour candidater, vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp dédiée. Ensuite, pour ma deuxième recommandation, je vais évidemment parler de la Reine de France, aka Shai. En novembre dernier, elle s'est produite au Zénith de Paris pour un concert exceptionnel et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le voir ou le revoir en intégralité sur YouTube. Et vous pouvez découvrir quelques images des coulisses et toute sa performance avec une scénographie, des tenues, des chorégraphies et des morceaux de dingue. Et enfin, pour ma dernière recommandation, je vais vous parler du podcast Rap Boss produit par 135 Médias, qui est dédié au business de la musique, dans lequel Florian Le Cerf reçoit des professionnels du rap français. Plusieurs épisodes sont déjà disponibles avec des discussions hyper intéressantes qui permettent de comprendre les dynamiques des différents types de métiers. Ici Lila et c'est enfin mon tour. Voici mes 3, ou presque, recos de l'été. Alors on commence par Trust, qui pour moi est l'album de l'année et qui a été fait par Jérémias. Alors j'ai l'impression d'être une folle quand je parle de ce groupe en France parce qu'en fait personne ne les connaît alors qu'ils ont 1,5 million d'auditeurs par mois sur Spotify. En fait, le fait qu'ils soient allemands et qu'ils chantent en allemand, je pense que ça joue pas en leur faveur, c'est vrai. Perso, c'est devenu un de mes groupes préf quand je les ai découverts.
Ils ont sorti leur 3e album Trust fin mai et je sais déjà que c'est mon album préféré de l'année, alors que Sabrina sort le sien en août. Donc c'est vous dire à quel point il est incroyable. Bon déjà, niveau musical, c'est tout ce que j'aime, de la pop instrumentale qui vous donne l'impression de naviguer en plein milieu de l'océan. C'est de la musique parfois très douce, parfois très dansante, mais qui à tous les coups va vous toucher en plein cœur. Et même si vous comprenez pas la langue, je vous jure que cet album, il vous laissera pas indifférent. J'écoute chaque chanson en boucle et c'est pour moi un no-skip et surtout un album fait pour l'été. Et en vrai, j'ai qu'une seule hâte, m'allonger près d'une piscine, un cocktail à la main et mettre l'album à fond sur une enceinte. Ma 2e recommandation, un peu différente, c'est, je ne vais pas réussir à le dire, sachez-le, Werner Bronkhorst, qui pour moi est la perfection visuelle. Alors, je passe pas ma vie au musée, mais je suis très sensible à l'art en général et celui-ci me touche particulièrement. Ce mec, je l'ai découvert grâce à ses reels sur Instagram et depuis, je scrute chacun de ses posts. Werner, c'est un peintre anglais qui peint avec une sorte de plâtre de manière à texturer ses tableaux et avec des couleurs pastel mais parfois très vives aussi. Ils sont souvent très colorés et symétriques et ça j'adore. Et sa petite touche en plus, c'est de rajouter des personnages miniatures en plein milieu. Le mieux en vrai, c'est de vous montrer. Donc si vous regardez la newsletter, vous devriez voir quelques-unes de ses œuvres qui sont mes préférées. Étant donné que je suis pas encore milliardaire, je peux pas m'en acheter. Si vous voulez le faire, il y a aucun souci, j'accepte les dons. Mais par contre, je vais essayer de prendre le temps cet été de peindre à sa manière, si j'y arrive et si j'ai le temps. Et si jamais je réussis, je vous le dirai le mois prochain. Si j'en parle pas, c'est soit que j'ai oublié, ce qui est très probable, soit que c'est vraiment immonde ce que j'ai fait, ce qui est encore plus probable. Pour ma 3e reco, c'est la F1. Alors, non, ce ne sont pas simplement des mecs qui tournent en rond, même si c'est ce que je pensais il y a quelques mois encore. En gros, c'est une reco, mais aussi un mea culpa. Pardon aux fans de F1 de m'être moqué de vous tout ce temps, parce que moi aussi je suis tombée dedans à mon tour. Disclaimer, ce n'est pas une recommandation sur le film avec Brad Pitt qui vient de sortir, qui est absolument horrible et qui est l'un des pires films de l'année, si ce n'est le pire film. Et bien sûr, sans parler de la place de la femme ultra dégradante, ne regardez pas ce film. Par contre, on va parler de la F1, qui est un sport finalement assez addictif. Petit paragraphe pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose comme moi il y a quelques mois. En gros, il y a 20 pilotes qui sont répartis en 10 écuries, des équipes quoi. Et donc, 2 pilotes par écurie, ça va de soi. Presque tous les week-ends, ils s'affrontent sur une nouvelle piste. Alors, pour l'environnement, c'est la pire chose ever, parce que bon, déjà, c'est des voitures, même si elles sont hybrides, c'est pas encore complètement vert. Mais surtout, en fait, ils vont aux 4 coins du monde. Je vous laisse regarder le calendrier que je vous ai mis en petit lien. Vous pourrez voir les déplacements autour du globe, c'est assez inquiétant. Et surtout qu'ils sont nombreux. Bref, du coup, chaque week-end de Grand Prix, il est divisé en 3 jours. Le vendredi et le samedi matin avec les essais libres. En gros, ça, c'est 3 courses qui sont pas très intéressantes. Mais juste, ça permet aux pilotes de se réacclimater avec la piste, alors qu'ils les connaissent déjà toutes par cœur au virage près, ça c'est assez impressionnant. Et aussi de décider de leur stratégie en fonction de si il fait chaud, s'il fait froid, enfin bref, plein de trucs comme ça que je comprends pas encore complètement, je vous l'avoue. Ensuite, le samedi après-midi ou soir, c'est les qualifications. Ça, c'est le truc qui ne m'intéresse mais tellement pas. En gros, pendant 1 heure, ils essayent chacun leur tour de faire le meilleur temps. C'est pas très intéressant à regarder, en réalité. Mais par contre, c'est ultra décisif pour la course du lendemain parce que ça va déterminer leur place de départ. Et autant vous dire que celui qui démarre en dernier, il a très peu de chances de gagner le Grand Prix. Et enfin, le dimanche, et souvent l'après-midi, voire le soir, c'est la course. Ça dure à peu près 2 heures et ça peut être vraiment très très intéressant, mais aussi super chiant. Ça, vraiment, ça dépend de chaque semaine. Parce que ça dépend s'il va y avoir des crashs, s'il va y avoir des dépassements, des stratégies différentes. S'il pleut, c'est super intéressant. Voilà, à sachez. Bref, je vous invite vraiment à regarder au moins une course cet été parce qu'il y en a pratiquement tous les week-ends, toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Histoire de vous familiariser peut-être avec le sport, peut-être que vous allez adorer. Mais aussi de vous renseigner sur les pilotes parce qu'en vrai, il y a plein de dramas et je crois que c'est ça que j'aime le plus. Et d'ailleurs, il y a même une série télé-réalité Netflix qui sort depuis maintenant 8 ans, 9 ans, pour revenir sur la saison passée. Je suis en train de m'y mettre.
J'espère que vous aussi. Et comme dans n'importe quel sport, je vous invite fortement à supporter nos Français, à savoir Pierre Gasly, Esteban Ocon et mon chouchou Isaac Hadjar. Si jamais vous avez toujours pas compris ce que c'est que la F1, je vous ai mis un petit lien d'une vidéo explicative avec des chats. C'est en anglais, mais je vous jure que c'est très mignon. Enfin, parce que je ne fais rien comme les autres, je vous mets un petit bonus. En gros, je pouvais pas faire de reco culturel sans parler de ma reco. Genre, à moi. Genre, c'est moi qui ai tout fait. Parce que oui, je vis en dehors de cette newsletter, je ne suis pas un robot. Je suis avant tout une artiste et j'ai sorti mon premier EP en juin qui s'appelle Burning Love, sous mon nom d'artiste Lila Venti. C'est un 5 titres dans un registre pop-folk qui, comme son nom l'indique, parle avant tout d'amour. Je l'ai imaginé comme une histoire complète avec une cohérence entre chaque titre. En gros, si vous l'écoutez dans l'ordre, vous pourrez découvrir une histoire d'amour de A à Z. J'espère que mes recos vous auront plu et je vous souhaite un bel été. Merci d'avoir écouté le podcast A&M et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Free audio post-production by alphonic.com.